D'abord, je sais que vous êtes très engagé, très occupé. Je voudrais vous remercier d'avoir trouvé le Ah temps ben non, c'est la pour moindre des l'équipe choses. de la télévision croate. Donc, euh, comment expliquer ce triste fait que les enfants de France, donc nés en France, grandis en France, ont tué les autres enfants de France? Qu'est-ce qui se passait? C'est que oui, tous les Français ne sont pas contemporains les uns des autres et que une partie des Français musulmans, en tout cas la deuxième ou troisième génération, a décidé de faire sécession de la société française et de ne plus partager les valeurs de la République, de l'égalité, de la liberté, et donc est entré dans une forme de radicalisme religieux attisé par les imams, par Internet et par une forme d'islam venue d'Arabie Saoudite qui est le wahhabisme et le salafisme. Mais est-ce que c'est aussi, d'une certaine façon, peut-être la faillite de ce modèle de une nation unie, indivisible, qu'en réalité il y a plusieurs identités qui se cachent derrière cette notion de nation? Oui, parce qu'effectivement, il y a eu une immigration importante depuis les années 70 et qui n'a pas été véritablement assimilée par la République. Et donc, effectivement, la nation une et indivisible, c'est un idéal, ça n'est pas une réalité, mais cette division-là, on la retrouve partout. On la retrouve en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, et aux États-Unis aussi, qui ont quand même subi plusieurs attentats assez violents. Donc, évidemment, ça remet en question la question de l'immigration, dont on ne sait pas s'il faut la poursuivre telle qu'elle ou s'il ne faudrait pas plutôt la contrôler, puisqu'on voit bien que beaucoup de ces gens qui sont nés en France et qui sont français ne se sentent pas français et considèrent que la France est une terre de djihad, une terre qu'il faut convertir et frapper par tous les moyens. Mais est-ce que c'est aussi le fait que probablement le système scolaire, le système d'intégration, de leur intégration dans la société française n'a pas fonctionné? Alors, beaucoup de choses ne fonctionnent pas en France, mais tous les Français ne réagissent pas en massacrant leurs compatriotes un soir de semaine. Donc le problème, c'est peut-être le manque d'intégration, mais c'est aussi le problème d'une religion qui ne se vit pas comme une religion parmi les autres et qui veut imposer sa marque contre les infidèles. Et ce qui est frappant dans les assassinats de vendredi, c'est qu'au fond, ce que ces jeunes djihadistes ont tué, c'est l'esprit de Paris, c'est-à-dire la joie de vivre, les femmes aux terrasses, la tête découverte, et ce qu'ils appellent, eux, le vice et la dépravation. Paris, capitale du vice et de la dépravation. Et je pense que c'est ce que nous devons revendiquer, c'est que nous sommes la civilisation, ils sont la barbarie. Mais au-delà de ces jeunes gens, le vrai problème, c'est le problème de l'islam. Il y a, comme l'a dit le philosophe Abdelwahab Medeb, il y a une maladie de l'islam, c'est-à-dire une religion mondiale qui ne peut pas se réformer comme le christianisme s'est réformé, et qui donc répand ses métastases dans le monde entier. J'ai vu dans vos articles que vous n'utilisez pas le mot terroriste, islamiste, fanatique, mais vous dites islamo-fasciste. Oui, je pense qu'effectivement, dans le djihadisme, il y a deux sources. Il y a une source millénariste ou messianique, qu'on retrouve dans les trois monothéismes et qui dit que nous sommes arrivés à la fin des temps et que par conséquent, plus il y aura de massacres, plus il y aura de bains de sang, plus on va précipiter le retour du califat. Et puis la deuxième source, c'est effectivement les grands fascismes du XXe siècle, le franquisme avec le mot d'ordre de Viva la muerte, d'un général de l'armée de Franco, le nazisme avec les têtes de mort sur les ceinturons. Effectivement, il a volonté d'exterminer tous les ennemis jusqu'au dernier. Donc les deux sources, il y a une source religieuse, il y a une source politique, et les liens entre le djihadisme et le nazisme, je crois, sont assez évidents dans le cas de Daesh. Oui, parce que
vous avez proposé des mesures assez sévères contre les... Contre les ennemis de l'intérieur. notamment contre ces fanatiques Oui. islamistes. Oui, ben, je ne suis pas le seul à avoir proposé, hein. Presque toute la classe politique, droite et gauche, s'est ralliée à un certain nombre de mesures qui, il y a 15 ans, auraient fait hurler en disant que c'était des mesures fascistes. L'expulsion des imams radicaux, la dénationalisation des sujets les plus dangereux, le port du bracelet électronique pour les assignés à résidence et l'isolation des djihadistes les plus dangereux, tout ça c'est ce que disent aussi les gens du gouvernement. Mais on est venu à ces mesures extrêmes que parce que la situation est d'une gravité effroyable. Mais qu'est-ce que l'Europe peut faire dans cette situation? Est-ce qu'il y a une Europe unie ou bien il y a plusieurs Europes? À ce moment-là, l'Europe n'est pas capable de trouver une réponse réelle à cette menace. Et, la réponse elle est toute simple, il n'y a pas d'Europe. Hein. Il n'y a pas d'Europe, l'Europe est une fiction. Il y a Bruxelles qui fixe le calibre des bananes et la teneur du chocolat pour les 28 pays membres. Mais il n'y a pas d'armée européenne, il n'y a pas de gouvernement européen, il n'y a pas de diplomatie européenne, il n'y a que des grandes capitales, Paris, Londres, Berlin, Madrid, Rome ou autres, qui ont décidé de mener une politique la politique qui les concerne. Et donc, on voit bien que l'Europe est incapable d'envoyer des douaniers en Grèce pour contrôler les réfugiés syriens, est incapable de freiner l'arrivée des migrants au large de Lampedusa. Donc, cette crise a révélé l'inanité du projet européen. Et donc, face à cette situation, les grandes nations qui composent l'Europe, les grandes et les petites, doivent réagir par elles-mêmes. Alors, aujourd'hui, la patronne de l'Europe, c'est Angela Merkel, mais je pense qu'Angela Merkel a agi de façon un petit peu désinvolte, notamment avec les pays d'Europe du Sud, Serbie, Croatie, Slovénie, Hongrie, en leur donnant des ordres, comme si on était revenu au temps du Grand Reich, avec la Grèce également. Et tout cela manque de concertation, tout cela manque d'organisation. Et c'est très triste de se rendre compte que 60 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe, c'est une sorte de salle des pas perdus, où il n'y a pas de chef, il n'y a pas un président, il n'y a pas un chef. Et donc chaque nation doit se débrouiller avec ses propres initiatives. Donc cette crise, c'est aussi un révélateur. Comme toute crise, elle peut avoir des effets destructeurs, mais elle peut aussi avoir des effets tout à fait positifs, et que les Européens se reprennent en main, enfin, après tant d'impréparation. Oui, j'ai lu un de vos articles avec le titre était Pearl Harbor à la française, concernant ces événements tristes. Oui, parce que c'est une déclaration de guerre à la France. La France est détestée par les fondamentalistes de l'islam parce que c'est le pays de la laïcité, qu'on a interdit le voile à l'école, qu'on a interdit le hijab, c'est-à-dire le voile complet, et parce qu'on frappe Daesh en Syrie et Al-Qaïda, AQMI au Maghreb. Et donc la France condense tous les péchés que vomit l'islam radical, et donc c'est le pays qui doit être frappé en premier lieu, mais je crois que là on a compris, et qu'avec la Russie et avec les États-Unis qui sont un peu mous, je trouve, je crois que Daesh va être éradiqué au moins de la Syrie, et que pour l'Irak, il faudra demander l'appui des Kurdes, qui sont les seuls à se battre vraiment sérieusement contre Daesh, et de l'armée irakienne si elle se sent capable d'affronter l'État islamique. Bon, pour revenir encore un peu sur les événements de vendredi, comment vous voyez l'avenir? Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, il y a une grande communauté musulmane en France. Ils ne sont pas tous des extrémistes, mais ça va certainement provoquer de nouvelles tensions entre la majorité française ou chrétienne, si je peux dire, et la communauté musulmane.
Quoi faire pour apaiser les tensions? Alors d'abord, tous les terroristes sont musulmans, pour le vendredi 13 novembre, mais tous les musulmans ne sont évidemment pas terroristes. Et l'erreur monstrueuse à ne pas commettre, ce serait de commencer à diaboliser la communauté musulmane. Car dans ce combat, nous avons besoin plus que jamais, en France et dans le reste du monde, du soutien, de l'appui des musulmans modérés, éclairés, qui sont les premières victimes de l'islamisme radical, au Pakistan, en Afghanistan, en Irak et ailleurs. Et donc, la France est frappée aussi, vous me demandiez tout à l'heure, parce qu'on a la plus grosse communauté musulmane d'Europe, 5 à 6 millions de musulmans, et la plus grande communauté juive. Donc on est le pays où les tensions sont les plus fortes. Et donc c'est un défi extraordinaire pour nous, et c'est un défi que nous ne pouvons pas rater. Donc, comment transformer l'essai? Je pense qu'il y a de très nombreuses mesures à prendre, mais d'urgence. D'abord, la première, c'est d'établir un concordat avec l'islam de France, comme Napoléon l'avait fait avec les Juifs. Et cela veut dire qu'il faut créer en France des instituts de théologie musulmane, que les imams soient formés chez nous, que les mosquées soient financées par l'État français et non plus par l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Turquie ou l'Arabie saoudite, surtout pas l'Arabie saoudite. Cela veut dire que les imams français doivent prêter serment sur les principes de la République. C'est le cas en Russie et je crois que c'est une mesure salutaire. Et donc il faut vraiment que l'islam s'enracine dans la terre de France. Et le principe français de laïcité consiste à dire que toutes les religions sont licites sur le territoire, mais que l'exercice de la religion est un exercice privé. Et que donc les religions ne peuvent plus exercer d'influence dans l'espace public comme elles le faisaient jusqu'à la Révolution française. Et donc, à ces conditions-là, me semble-t-il, l'islam de France peut prendre une direction plus normale et plus conforme à d'autres religions, le catholicisme, le protestantisme, le bouddhisme, l'hindouisme, le shintoïsme, donc toutes ces religions qui sont présentes sur nos territoires. Et donc c'est le défi des prochaines années pour la société française, c'est-à-dire intégrer les musulmans à notre modèle de vie plutôt que d'islamiser la France. Oui, et finalement, ma dernière question, quoi faire concrètement pour empêcher ces jeunes de 15, 17 ans de devenir djihadistes? Qu'est-ce que la société doit ou pourra faire pour empêcher les nouveaux combattants qui partent se battre en Syrie ou ailleurs? Alors d'abord, c'est le travail des imams dans les mosquées, de repérer ceux qui se radicalisent, de leur parler et éventuellement de les signaler à la police. C'est le travail des familles aussi. Il y a en France, dans différents hôpitaux, des cellules de déradicalisation où on essaye de ramener ces jeunes gens et jeunes filles à une certaine forme de raison ou à un exercice raisonnable de leur religion. Mais il y a aussi, et c'est malheureusement indispensable, tout un travail de répression. Donc ceux qui partent en Syrie ou en Irak, à mon avis, ne devraient pas pouvoir revenir, sauf s'ils sont contrôlés. Et puis il va falloir certainement prendre des mesures assez sévères. L'état d'urgence proposé par le président de la République, ça veut dire cela, c'est la suspension d'un certain nombre de libertés, notamment pour les djihadistes en prison. Et donc ça va consister à soumettre tous ces suspects à une surveillance accrue, à l'emprisonnement, et puis les cellules djihadistes dormantes devront être éliminées, et comme on dit en langage militaire pudique, neutralisées. Donc ça veut dire qu'on entre dans un cycle de violence indispensable. Il va falloir découvrir les caches d'armes dans les banlieues, démanteler les gangs qui sont très souvent en lien avec les pays d'Europe de l'Est et qui font du trafic d'armes, du trafic de drogue, de la prostitution et qui très souvent basculent dans le djihadisme. Donc c'est un travail idéologique, c'est un travail philosophique, théologique, politique et militaire.
Et donc c'est... mais vous savez, ça fait très longtemps qu'un certain nombre d'intellectuels français expliquent que la situation est beaucoup plus grave qu'on ne croit. Et que tout cela n'est pas une surprise, tout cela se prépare depuis 15-20 ans. Mais les bien-pensants, de droite comme de gauche, n'ont rien voulu savoir. Et ça nous a explosé au visage le vendredi 13, à travers la mort de 130 personnes, hommes et femmes, qui n'avaient commis qu'un seul crime, celui d'exister. Merci, Monsieur Bruckner. Merci.